À présent, nous étions sûrs de nous en tirer. Oui, même si elle descendait encore plus au sud, cette grande calotte de glace se reste jusqu'en Afrique. Et quand la bourrasque soufflait du nord, nous empilions tout ce que nous avions de broussailles et de troncs brisés, et flambe le bûcher. Il en ronflait et rugissait. La grande affaire, c'était de se fournir en combustible. Une bonne arête de silex vous taillera en travers une branche de cèdre de 4 pouces en moins de 10 minutes. Encore faut-il avoir la branche. Heureusement, les éléphants et les mammouths nous gardaient au chaud. C'était leur bienheureuse habitude d'éprouver la force de leur trompe et leur défense à déraciner les arbres. La caverne était occupée. Depuis longtemps, 8 ou 10 ours et oursons y vivaient en famille. À présent, ils nous regardaient venir à eux complètement médusés. À peine s'ils pouvaient en croire leurs yeux de nous voir leur apporter nous-mêmes leur déjeuner à domicile. Puis Père, tout d'un coup, jeta des brandons enflammés. Un instant plus tard, ils dégringolaient tous hors de la grotte, poussant des cris aigus de rage stupéfaite. Donc nous emménageâmes et trouvâmes en effet une amélioration considérable sur tous nos précédents logis. Les ours revinrent à plusieurs reprises, de préférence quand ils croyaient que Père était à la chasse. Mais ils se heurtaient toujours au grand feu accueillant devant la caverne et ils se ravisaient. « Un de ces jours, dit Père, ils demanderont la permission de rester avec nous, auprès du feu chaud. Mais nous leur dirons « Oust, clochard !» dit mon frère Oswald. Quand la terre en était à geler ou presque, ou bien quand une pluie frissonnante et sans fin faisait craquer dans la douleur nos articulations, c'était alors que nous voyions arriver l'oncle Vagnon. À la faveur d'une accalmie dans la rumeur constante de la jungle, sa venue s'annonçait d'abord par un effervescent froufrou à la cime des arbres, ponctué de craquements sinistres, ceux des branches surchargées, accompagnés de jurons en sourdine, et parfois, quand l'oncle tombait pour de bon, d'une clameur rageuse, affranchie de toute inhibition. Enfin, dans la lumière du feu, sa silhouette massive apparaissait en chalupant sur les jambes trop courtes. Ses deux longs bras frôlaient le sol, sa tête était enfoncée dans ses épaules épaisses et rues, ses yeux étaient injectés de sang, et il retroussait les lèvres dans un effort constant pour bien dégager le cadmium. Quand j'étais petit garçon, son expression me terrifiait. En fait, elle ressemblait plutôt au sourire figé de l'homme qui s'ennuie à mort dans un pique-nique. « Eh bien, cette fois, tu as passé les bornes, Édouard !» rabâchait oncle Vania tout en mastiquant à belles dents une épaule de cheval, le dos au feu. « Tu l'as déjà dit, fit remarquer Père, qui, lui, s'attaquait à une côte de bœuf dans le filet. Qu'est-ce qui ne va pas avec le progrès? Je voudrais le savoir. »« Progrès, c'est toi qui lui donnes ce nom, dit oncle Vania. Par-dessus son épaule, il jeta dans le foyer un cartilage décidément incomestible. Moi, j'appelle ça de la rébellion. Aucun animal n'a jamais été conçu dans le but de dérober le feu au sommet des montagnes. Tu as transgressé les lois établies par la nature. Tu en seras puni. Oswald, passe-moi un morceau d'antilope, j'en prendrai volontiers. Moi, je vois la chose, au contraire, comme un grand pas en avant, persistait Père. Peut-être un pas décisif. Évolution n'est pas révolution. Pourquoi serait-ce de la rébellion? Oncle Vania pointa vers lui une clavicule accusatrice. Parce que ce faisant, tu t'es expatrié de la nature, Édouard. Ne vois-tu pas quelle damnée prétention c'est là? Quel orgueil, quelle outrecuidance, pour ne pas dire plus. Tu étais un simple enfant de la nature, plein de grâce, d'ardeur et d'innocence, Édouard. Tu étais un des éléments de l'ordre établi, acceptant ses dons et ses peines, ses joies et ses terreurs, un élément du majestueux ensemble formé par la flore et la faune, vivant avec lui une parfaite symbiose, avançant avec lui dans le rythme solennel et infiniment lent des changements naturels. Or, maintenant, qu'en est-il de toi? Eh bien, qu'en est-il de moi, dit Père. Coupé, aboya oncle Vania, séparé, exilé. Coupé de quoi? De la nature, de tes racines, de tout vrai sentiment d'appartenance, Édouard, de l'Éden. Et toi, non? demanda Père. Non, moi, je persiste à n'être qu'un simple enfant et innocent de la nature. Ta façon d'agir passée, présente et future, je la désapprouve de tout mon être. J'ai fait mon choix, je reste singe. Nous nous précipitâmes. Et là, grandeur nature et magnifique, chaque poil hérissé, un mammouth venait à nous, énorme et noir. Les tentes hurlèrent de peur et s'enfuirent. Les enfants escaladèrent les arbres dans toutes les directions. Seuls Oswald, Toby et moi étions venus armés, et sans perdre un instant, Oswald lui décocha un dard qui rebondit sans pénétrer. « Derrière l'oreille !»
les gars, hurla-t-il. Vite, avant qu'ils ne chargent. Mais nos traits rebondirent à leur tour sur le mammouth imperturbable. C'est alors que nous vîmes Père plié en deux et s'esclaffant avec Alexandre. Allons, remettez-vous, dit Père. Nous venons d'établir un principe psychologique de première importance. Mais c'est bien un mammouth, dit Oswald. Je pourrais jurer. Il hésita. Quoi, dit Père. Que je l'ai vu bouger, marmonna Oswald. N'est-ce pas, dit Père. C'est l'ombre d'un mammouth, dis-je. Mais où est le mammouth? Par où est-il parti? demandai-je vivement. Traquons-le, dit Oswald, excité. Je parie que je l'ai blessé. Le cerveau d'un chasseur prend tout affreusement au pied de la lettre, dit Père. La prochaine fois, nous dessinerons une antilope. Oncle Yann était le plus grand voyageur que j'ai jamais connu. Il avait ça dans le sang. Il ne pouvait rester en place. Et je crois qu'il avait visité toutes les terres accessibles sous le soleil et vu et observé tout ce que l'on peut voir. Pas étonnant qu'il mît si longtemps à revenir. Ça pourra le coup de descendre vers le sud, en Afrique, disait-il. Le pays est joli, mais c'est un cul-de-sac. Au-delà, il n'y a rien que la grande eau. Pays très arriéré, en plus, vous tombez sur quelque chose qui a l'air à première vue d'un pithécanthrope, tout à fait prometteur, presque aussi droit que nous, la tête haute, les épaules larges, et quand il se retourne, misère, rien qui ressemble à une calotte crânienne, et par là-dessous, le visage d'un gorille, et le vocabulaire aussi, 20 ou 30 mots, pas beaucoup plus. Quant à leur pierre taillée, c'est si piteux que c'en est attendrissant. Et puis un beau matin éclata un tapage terrible. Nous vîmes foncer sur notre groupe un animal extraordinaire. Le bas d'un cheval, le haut d'un homme, et le tout bondissant, se cabrant, hennissant, proférant des jurons et des cris. Hélas, sale bête, et du calme, espèce de brute. Et le monstre se dressa furieusement devant le feu, éparpillant la famille dans tous les azimuts. Pendant un court instant, nous vîmes ce que c'était. Pas un centaure, mais oncle Yann à califourchon sur un cheval. Mais aussitôt après, il quitta sa monture, fila droit vers le ciel, virevolta en l'air et retomba, heurtant le sol avec un bruit sourd et lugubre. Nous nous précipitâmes, mais c'était sans espoir, il s'était cassé le cou. Pendant ce temps, Oswald décochait à l'animal en fuite un dard juste entre les deux épaules, et le cheval à son tour s'affalait sur le sol inanimé. Du coup, nous nous trouvâmes avec deux tragédies sur les bras. D'une part, oncle Yann était mort, et tant Gudule s'évanouissait sur le cadavre du cher grand voyageur. Et quant au cheval, que Yann voulait monter pour aller plus vite en Amérique, voilà qu'il s'avérait que ce n'était pas du tout un cheval, c'était un Hipparion. Parents, compagnes, fils et filles, commença-t-il. Je ne veux pas laisser passer cette heureuse et faste occasion sans en dégager en quelques mots la signification, sans passer en revue nos résultats passés et nos tâches futures. Ce soir, nous souhaitons officiellement la bienvenue aux charmantes demoiselles qui viennent partager, avec les 4 aînés de nos jeunes mâles, la vie de notre ordre. Mais la portée de l'événement dépasse le simple accueil, car leur arrivée parmi nous inaugure une nouvelle coutume. Désormais, le jeune pithécanthrope ne prendra plus sa femme au sein de sa propre famille, mais il devra partir la conquérir dans d'autres hordes. Tandis que de leur côté, les filles subhumaines quitteront père et mère pour suivre l'élu de leur cœur. Cette noble institution, n'en doutons pas, va libérer des énergies nouvelles, accélérer le rythme du progrès moral et matériel au sein des sociétés subhumaines. Je suis convaincue déjà qu'après cette magistrale expérience, si pénible qu'elle put être au début, ceux qui l'ont faite n'ont eu qu'à s'en féliciter. Dans le domaine technologique, les résultats aussi sont en bonne voie. La production des outils de Silex excède les plans prévus, et si leur amélioration reste encore un peu lente, elle est incontestable et continue. D'autre part, la maîtrise du feu constitue dans notre économie une véritable révolution. Elle nous assure un avenir brillant et une arme invincible pour la suprématie mondiale.